Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Fera-t-il son apparition sur le visage de tous les Français? J'aurai à communiquer sur ce sujet lorsque j'aurai suffisamment de données, suffisamment de retours, suffisamment de recommandations. Alors, la réponse, clairement oui. D'abord, c'est vrai pour toutes les personnes qui sont de près ou de loin en contact avec des malades suspects ou des malades avérés du coronavirus. Donc voilà, et même pour certains soignants qui ont des gestes plus à risque, ils ont besoin de masques FFP2. Donc la protection, elle est indiscutable. Après, comme vous le savez, on gère surtout la pénurie. Donc les mesures qui sont prises sont essentiellement liées à la gestion de la pénurie et pas à des arguments scientifiques. C'est une position qui est compliquée parce qu'effectivement, comme vous le savez, il y a plusieurs pays qui ont, notamment la Slovaquie, etc., qui ont imposé le port du masque à l'extérieur de chez soi. Bon, après, il faut savoir raisonner. C'est-à-dire que si vous êtes dans la rue à plus de 2 mètres du moindre individu et que si vous êtes sur votre vélo, c'est absolument ou dans votre voiture tout seul, c'est absolument inutile de consommer des masques, compte tenu qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup et qu'on n'a pas encore fabriqué le plan B des masques alternatifs. Donc je dirais oui, si on pouvait idéalement équiper les Français, notamment quand il va y arriver le déconfinement, ça serait sûrement un outil préventif parmi d'autres. Mais dans les circonstances globales de la vie de tous les jours, le masque protège dans un univers resserré. Si on remet quelqu'un dans sa famille, et on le fait tout le temps avec les soignants, par exemple, que l'on dépiste positif, ils rentrent, on leur donne des masques pour tenir 14 jours. D'abord, sur Internet, il faut se méfier de ce qu'on récupère. Il faut qu'ils aient la norme NF. Il y a des numéros de normes justement pour ces masques chirurgicaux. Ce n'est pas n'importe quel masque chirurgical qu'il faut faire. Ce n'est pas les masques qu'on achète pour faire de la ponceuse chez soi et qui sont actifs pour la poussière, mais pas pour les particules virales ou pour les bactéries. Donc, voilà, il faut se renseigner. Il y a plusieurs normes pour ces masques-là. Les FFP2, très sincèrement, c'est inutile dans la vie de tous les jours parce que c'est réservé à des manœuvres de soins très à risque auprès de malades positifs ou suspects, donc oubliez les FFP2. Et puis, les masques en tissu, les masques en tissu vont être probablement un plan B, alors là, probablement pour protéger l'autre et se protéger soi aussi. Mais c'est pareil, il va falloir expliquer aux gens comment les utiliser, c'est-à-dire les laver régulièrement à 60 degrés pendant plus de 10 minutes, que quand on enlève le masque en tissu fabriqué là, ou le masque à élastique, il ne faut pas le prendre comme ça, mais le prendre effectivement par les bords pour toucher au minimum, se laver les mains après et ne pas le réutiliser en permanence. Le drame du masque à tissu, c'est la personne qui va se croire protégée et qui en fait est en permanence en train d'infecter son propre masque et de s'infecter elle-même ou infecter ses proches, justement du fait qu'elle tripote ce masque sans se laver les mains et sans prendre les mesures dont je viens de parler. Ça reste un geste barrière supplémentaire. C'est pour ça qu'il a été promu justement par la Direction générale de la santé. Et ça va éviter que les gens se crachent dessus ou se postillonnent ou soufflent dessus les autres. Et ça va éviter aussi, dans l'autre sens, de recevoir d'éventuelles projections de personnes dont on ne peut pas forcément identifier qu'elles sont malades, car comme vous le savez, c'est une maladie qui avance masquée, à part les formes graves, qui avance masquée. Donc c'est extrêmement difficile de savoir qui est atteint et qui ne l'est pas, et qui est contaminateur et qui ne l'est pas. Quand vous citez effectivement Singapour, Hong Kong, la Corée, ils n'ont pas fait seulement que porter des masques. Ils ont eu une politique de dépistage très intensive, mais même l'Allemagne. L'Allemagne, quand la France faisait 35 000 tests par semaine, l'Allemagne en faisait 350 000. Donc on a eu une politique de dépistage aussi qui a été dégradée par le fait que les tests n'étaient pas disponibles. Deuxièmement, et troisièmement, donc les tests, et troisièmement, les méthodes de confinement, notamment des personnes qui sont positives, qui sont déclarées positives, ont été quand même très contraignantes dans certains pays, comme la Corée du Sud ou la Chine. Donc on ne peut pas attribuer, si vous voulez, cet abaissement de la courbe uniquement à la question du masque.
Je crois que le masque est un des outils du déconfinement, mais ce n'est sûrement pas l'outil principal. L'outil principal du déconfinement, à mon sens, hein, et à la date d'aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les populations prioritaires, enfin prioritaires justement pour ne pas être déconfinées, c'est regarder le problème à l'envers. Probablement que les personnes les plus fragiles ne sont pas à libérer tout de suite, c'est la première chose. La deuxième, ce qui va être majeur, c'est effectivement qu'ils puissent utiliser les masques pour ceux qui ont des symptômes ou ceux qui sont en contact avec des personnes qui éventuellement ont des symptômes, mais c'est surtout le test. C'est les tests qui vont changer la donne. Augmenter la puissance de feu des tests qui, pour l'instant, sont quand même très restreints et très contingentés, pour qu'on puisse déterminer quelle personne a déjà rencontré le virus et a donc possiblement, très possiblement, des anticorps qui le protègent. Et donc, ceux-là, à la limite, on peut les libérer très facilement. Et alors, évidemment, on ne pourra pas tester 60 millions de Français. Donc, il va falloir trouver une recherche-action intelligente.